de tous les acteurs. Ça se joue différemment au niveau de tous les acteurs qui font partie du projet associatif, de la personne accompagnée. On pourra détailler, en parler, de la personne accompagnée en premier lieu, des salariés de terrain, des cadres de direction. C'est en ça que je vous enquiquine à chaque fois, Richard. Mais je pense que si un cadre de direction n'est pas au clair avec un plaidoyer et on ne lui laisse pas le périmètre et la liberté, mais aussi les limites contraignantes du plaidoyer, je pense qu'on ne peut pas assumer ce travail qui est extrêmement dur et on ne peut pas y trouver du plaisir et du sens. La direction générale, c'est un fondamental absolu, et le conseil d'administration, bien évidemment. Rendez-vous avec Richard Cap-Martin, la rencontre des décideurs, cadres et managers de l'écosystème de la santé. Quotidiennement, je rencontre des acteurs du prendre soin. Une expertise qui cache des dizaines de professions, de personnalités, d'approches et de savoir-faire. À travers ce rendez-vous, je donne la parole à ces personnalités qui agissent pour le bien-être de leurs collaborateurs et des personnes qui leur sont confiées. Nous découvrirons leur parcours, leurs défis du quotidien, l'évolution de leur métier, leurs pratiques et quelques nouvelles clés de lecture. Je suis Richard Cap-Martin, chasseur de tête, formé au coaching et à la médiation. Je vous propose de partir à leur rencontre. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose d'échanger sur un sujet qui préoccupe de nombreux conseils d'administration. La pression croissante de la gestion entrepreneuriale de leur association n'est-elle pas au détriment de leur engagement associatif ? Et pour en parler, je reçois Monsieur Yann Baller, directeur général de l'association Langage et Intégration. Bonjour Yann. Bonjour Richard. Alors Yann, vous êtes titulaire d'un Master 2 de psychologie option justice en 2005. Vous avez 15 ans d'expérience de psychologue clinicien, d'abord au sein d'une MEX, dans le champ de la protection de l'enfance, puis dans le champ de l'addictologie. En parallèle, vous avez créé une association de médiation, de thérapie et d'expertise familiale. Puis en 2015, si je ne me trompe, vous souhaitez monter en compétence sur les aspects techniques, financiers et stratégiques. Vous préparez et vous obtenez un Master 2 de management des associations. Une fois diplômé, vous prenez la direction de plusieurs dispositifs d'accueil pour les jeunes. Puis en 2021, vous êtes nommé directeur de votre association Langage et Intégration. Est-ce que j'ai bien résumé votre parcours ? Vous l'avez mieux résumé que moi. Je vous remercie. Bon, qu'est-ce qui a conduit cette évolution de carrière ? Comment on en arrive là ? C'est quoi le choix peut-être déjà de ces études de master de psychologie puis... Alors déjà, merci pour l'invitation. Le choix est fait de circonstances et d'opportunités, déjà, d'une part, parce que le plan n'était pas machiavélique à l'origine et tout tracé. C'est aussi les rencontres de la vie. Et sans verser dans l'autopsychanalyse, ça a été quand même... moi, j'analyse là pour l'instant que le fil rouge de mes choix et d'avoir saisi quelques opportunités, c'était un fil rouge de recherche de sens. Très rapidement, moi, j'ai jamais été très brillant dans les études, collège, lycée. Je m'ennuyais à mourir. Ça n'avait aucun sens pour moi. Je voulais m'amuser surtout, essentiellement. Et puis après, j'ai fait quelques inscriptions universitaires en ayant eu le bac ric-rac. Et j'ai surtout travaillé pour un peu gagner sa vie dans le privé. Sur des métiers de service, qui étaient très sympas d'ailleurs. J'ai fait voiturier longtemps, par exemple. Bon. Mais passer ça suffisait pas à un moment pour y trouver du sens. Et donc j'avais commencé d'abord à m'engager dans un master de psycho pour faire des ressources humaines. Mais vraiment sur le versant ressources humaines. Voilà. Parce que à ce moment-là, la quête de sens était plus particulièrement d'essayer de manier quelque chose de l'ordre de l'humain. Voilà. Donc la relation à l'autre. Exactement. Ouais. Ça a été vraiment la droite ligne. Et en fait, j'ai découvert autre chose que je ne connaissais pas, qui était la psychologie clinique. Du coup, vraiment un intérêt intellectuel pour cette affaire-là. Et puis la rencontre avec une population que je ne connaissais pas, qui était les mineurs délinquants. Et ça a été, en fait, je me souviens très bien comment je l'ai vécu avec intensité les 6 premiers mois. C'était un stage au début. Et une forme d'intensité d'une rencontre à l'autre, véritable, vraiment. Ça a été assez fondateur, et puis ça a été la droite ligne après, concrètement. Puisque je commençais à devenir bon dans les études, je pense que c'était pas anodin.
puisque là j'y trouvais du sens. Oui, du plaisir. Et du plaisir, exactement. Beaucoup de plaisir et un enrichissement personnel. Voilà, ça a commencé comme ça. Et puis après, il y a eu les rencontres qui a fait. Bon, déjà j'ai rencontré des gens qui m'ont fait confiance, donc ça c'était pas inintéressant. Et puis j'ai poussé un petit peu sur deux pattes les choses, la psychologie clinique et puis aussi les affaires de management et de pilotage justement d'une action qui a du sens. Voilà, je sais pas comment le dire autrement. Alors c'est vrai que vous auriez pu rester psychologue, clinicien, et qu'est-ce qui vous intéresse dans le management? Alors ce qui m'intéresse, c'est justement manier l'humain. C'est pas exactement comme ça qu'il faut le dire. C'est essayer de rassembler autour d'une table des intérêts divergents pour amener à converger vers un objectif commun qui a du sens et au service de personnes accompagnées. Voilà, je le dirais comme ça. Ça, c'est relativement passionnant et en plus, c'est d'une complexité affolante. Très en lien avec le sujet que vous voulez qu'on développe après, d'ailleurs. Donc, ça a été essentiellement ça. Et puis se dire aussi, et puis des expériences aussi quand même, hein. Des expériences où j'étais assez frustré justement, je vais le dire comme ça, du pilotage qu'on me proposait, voilà, pour être sincère, et que il y a un moment on peut se plaindre, bon, c'est bien hein, de se plaindre, puis à un moment on peut se dire si je me plains, c'est que j'estime que je peux mieux faire. Ça a été un peu mon raisonnement, c'est assez orgueilleux, hein, je le sais, mais mais pourquoi pas. Et donc, du coup, au lieu d'être sur le terrain de la plainte, je me suis dit que j'allais y aller, quoi. Oui, c'est être acteur à un moment de ses décisions et ses choix exactement. Et pas subir. Ok. Alors, donc vous rejoignez Langage et Intégration. C'est assez récent, c'est 2021. Comment on arrive à être directeur général de cette association? Est-ce que vous pouvez aussi nous en parler? Oui, bien sûr. Une magnifique association. Écoutez, j'avais terminé un cycle de direction en protection de l'enfance pendant 4 ans. Une aventure mémorable hein, dans la période Covid en plus. En sortant d'une association qui était quand même en grande difficulté et dans laquelle, dans ce moment-là, j'avais pris part aussi à la dirigeance associative. Donc, j'avais pu commencer à vérifier quand même quelques petites choses et particulièrement l'appétence que je pourrais avoir à aller sur un niveau de pilotage de direction générale. Et toujours autour du public des enfants, en fait, qui est un Alors, peu le... en fait, c'est là où c'est intéressant parce que à ce moment-là, bon, les planètes s'alignent un peu, donc je vais aller plutôt du côté de la direction générale, direction de pôle, hein, pour tout en ayant le souci de trouver un endroit qui soit toujours en contact avec la population. Alors je savais que l'équation était très difficile à résoudre. C'est-à-dire aller en direction générale et être en lien avec le public accompagné. Mais et les planètes se sont un peu alignées, c'est-à-dire que j'avais à ce moment-là 2 opportunités assez avancées, et peut-être une autre. Les 2 autres étaient en protection de l'enfance et Langage d'intégration sur le champ du handicap. Donc, à un moment, j'ai eu une réflexion de me dire, est-ce que je sors de ma zone de confort? Pourquoi pas? Et puis, quand même, le plaidoyer de Langage et Intégration m'a profondément pris. Voilà, je le décrirai après. Et aussi, ce qui m'a définitivement convaincu à être surmotivé pour ce poste-là, ça a été aussi la rencontre avec le conseil d'administration. Voilà. Et ça a été la clé et c'est ça qui a fait basculer parce que j'aurais pu aller sur un truc plus confortable, pour être sincère. Qu'est-ce qui vous a rassuré dans cette rencontre, justement? Ce qui m'a rassuré, c'était plusieurs choses. Déjà, la clarté de la position de ce conseil d'administration et plus particulièrement le fait que ce conseil d'administration sortait d'un gros travail sur le projet associatif, sérieux, comme j'en avais jamais vu, véritablement. Ça, c'est une des clés, hein, on en parlera après. Une distinction très forte de ce qui est de l'ordre de la gouvernance et de la dirigeance. Une association qui savait où elle allait sur des fondamentaux et mettait sur le tapis toutes les questions et les incertitudes qu'elle avait. Avec une association qui... Donc, transparente. Et transparente, exactement. C'est pas toujours le cas. Et ce qui n'est pas toujours le cas du tout.
Et par ailleurs, mettant sur la table vraiment toutes les problématiques et les questionnements de mutation. C'est une association qui a des enjeux majeurs de mutation. Et c'était à la fois extrêmement rassurant, à la fois très motivant. Et donc, ça a largement remporté cette affaire-là, quoi. De mon point de vue, de mon côté. Alors, c'est vrai que j'avais envie aussi de vous recevoir parce que vous parlez souvent, Yann, de plaidoyer et vous venez encore d'utiliser, voilà, vous venez encore, mais parce que on se côtoie. Voilà. Alors, c'est quoi pour vous la définition de plaidoyer? Alors, oui, qu'est-ce que vous y mettez derrière? J'y mets ce qui doit fonder l'action associative. Une association, c'est un projet associatif militant qui sous-tend un certain nombre de valeurs et un certain nombre d'objectifs. Et ça, c'est le gardien du temple. Parce que la mutation des associations, c'est quoi? C'est une logique gestionnaire qui est arrivée. C'est surtout un financement. Alors, je parle vraiment des associations, attention, parce qu'il y a quand même plus d'1,3 million d'associations, je crois. Donc on parle d'associations gestionnaires du médico-social. Hein, oui, c'est bien quand sûr. même pas la grande majorité. Oui, hein. oui, c'est important de le repréciser. On est 5000 associations, je crois, gestionnaires. Oui, on parle du champ du médico-social, ouais. social et Ouais, sanitaire. C'est important parce que par ailleurs, c'est assez intéressant de parler des autres parce qu'elles sont nombreuses et puis c'est vraiment le corps intermédiaire en France et c'est ce qui fait vivre énormément de liens sociaux. Donc il faut pas les oublier, mais bon, ça se joue différemment. Donc je parle de ces associations-là. Et cette logique gestionnaire pointe le bout de son nez, donc impose un certain nombre de contraintes qui peuvent effectivement venir oblitérer quand même l'origine quand même du fait associatif. Mais c'est pas tant ça, c'est je pense, hein, moi c'est ma lecture, ça a été l'énorme mutation du fait que toutes nos associations dont on parle vivent de la subvention publique. Si elles vivent de la subvention publique, elles répondent à la commande publique. Or, la commande publique, c'est pas le plaidoyer. C'est ces deux logiques qui se confrontent. Et donc, il faut évidemment pouvoir développer les actions en lien avec la politique publique, mais il faut pouvoir influencer la politique publique. Pour influencer la politique publique, il faut bien être très au clair avec le fait associatif qu'on manie. Voilà. Oui, et ça, au niveau de tous les acteurs, en fait, de tous les acteurs, ça se joue différemment au niveau de tous les acteurs qui font partie du projet associatif, de la personne accompagnée. On pourra détailler, en parler, de la personne accompagnée en premier lieu, des salariés de terrain, des cadres de direction. C'est en ça que je vous enquiquine à chaque fois, Richard. Mais je pense que si un cadre de direction n'est pas au clair avec un plaidoyer et on ne le laisse pas le périmètre et la liberté, mais aussi les limites contraignantes du plaidoyer, je pense qu'on ne peut pas assumer ce travail qui est extrêmement dur et on ne peut pas y trouver du plaisir et du sens. La direction générale, c'est un fondamental absolu, et le conseil d'administration, bien évidemment. Mais peut-être qu'on détaillera. Oui, donc c'est la notion de convaincre en fait différents décideurs, hein, politiques, famille, enfin médias, publics. C'est ce qui est important pour vous. Oui, et je rajouterais la notion que nous sommes, nous associations, un corps intermédiaire. C'est-à-dire que, alors encore une fois, ça peut être très orgueilleux, mais je pense qu'on est un des maillons de notre système démocratique, véritablement. Et que ça, il faut y faire très attention, vraiment très attention. Nous ne faisons pas de la délégation de service public. Alors, oui, le plaidoyer et l'engagement. Parce que souvent, cet engagement est forgé dans la jeunesse, il se transforme, se concrétise dans la fonction. Hein? Donc, quelle différence on peut faire avec l'engagement et le plaidoyer? Alors, vous posez des questions particulièrement touchy. C'était l'idée. C'est-à-dire que je pense que si on n'est pas engagé, on ne peut pas soutenir un plaidoyer en premier lieu. Donc, je pense que effectivement, aller travailler dans l'associatif, c'est pas comme aller travailler dans une entreprise privée, quoi. Tout simplement, je pense qu'il faut être au clair avec ça. Il faut être au clair avec ça. Le simple fait de travailler dans l'associatif est un engagement. Et ça, je crois qu'il faut être très soucieux de ça. Je pense
notamment que l'affaire du recrutement se joue là-dessus, notamment. Et que, alors bon, là encore, aux auditeurs vont me trouver très orgueilleux, mais on se targue à Langage et Intégration d'avoir moins de 5% de turnover. Et je crois que parce qu'on met le paquet là-dessus. Parce que toutes les équipes sont d'un engagement incroyable et que de tous les échelons, on ne signe pas un contrat de travail à Langage et Intégration si on n'a pas discuté du projet associatif, on l'a pas lu. Et bon, c'est pas une secte, hein. On a le droit aussi, mais on n'en a pas dit quelque chose et on n'en a pas trouvé un intérêt. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est très intéressant parce qu'on ne s'attache pas à un profil de poste, mais à une envie de défendre la cause, hein, la cause des personnes à accompagner et leurs familles. C'est ça qui est important. Exactement. Et notamment, c'est intéressant parce que bon, sur cette pénurie énorme de cadres de direction, il faut aussi trouver des solutions. Et que il nous est arrivé de faire des beaux paris sur les chefs de service notamment, de sortir un peu de notre carcan du parcours très très classique, hein, bon, qui marche hein, aussi, hein, éduc, CAFRUIS, champ du handicap, etc., hein, qui est aussi un beau parcours. Hein, mais on a fait aussi des paris de gens qui montraient, bon, de la technicité certes évidemment, mais qui sortaient d'ailleurs et qui venaient justement pour ce sens et cet engagement. Et que ça fait des beaux paris, hein, mine de rien. Oui, je sais, je vois bien que vous êtes attaché justement à avoir des équipes un peu iconoclastes, enfin, pour avoir un débat d'idées finalement. Exactement. Est-ce que pour vous, Yann, l'engagement, c'est un moteur de motivation à rejoindre le secteur associatif? Alors si je vous dis non là maintenant, vous allez plus rien comprendre. Ça correspond pas à ce que vous venez de me dire, c'est sûr. Bah oui, bien évidemment, plus que tout. Et encore une fois, c'est pas anodin parce que je veux dire, s'il y a pas ce moteur-là, étant donné que quand même faut le dire, hein, les rémunérations sont quand même pas magnifiques, ce qui est un peu scandaleux d'ailleurs. La reconnaissance sociale aussi, elle est pas terrible, hein. Elle est pas terrible. Donc si on n'est pas au clair avec ce moteur, ça risque quand même de devenir un peu compliqué. Alors, quand vous me parliez tout à l'heure par rapport à la personne accompagnée, le plaidoyer, qu'est-ce que vous vouliez me dire? D'ailleurs, on n'a peut-être pas parlé des enfants. Oui, donc du coup, ça aussi, hein, c'est la particularité de la mutation du secteur, de la logique gestionnaire, des regroupements, d'associations qui vont faire de la crèche, de l'EHPAD. Bon, je critique pas, hein, il y en a qui s'en sortent très bien, mais du coup, c'est la lisibilité du projet associatif. Et que cette lisibilité-là, il faut la mettre à tous les niveaux et en premier lieu auprès des personnes accompagnées. Pourquoi? Parce que autrement, tout ça est un jeu de dupes. C'est-à-dire que vous pourriez mettre tout ce que demande la loi 2002 et autres, 2007, de CVS, d'autodétermination, etc. Mais si vous ne le reliez pas en premier lieu avec une appartenance associative qui considère plus particulièrement les personnes accompagnées, en fait, quel est l'espace de la parole, en fait? C'est-à-dire que cette parole des personnes accompagnées doit impacter profondément le projet associatif. Il doit l'impacter profondément. Et pour l'impacter profondément, il faut absolument que les personnes accompagnées, les enfants et leurs parents, dans le cadre de mon association, se saisissent, qu'on les fasse se saisir du projet associatif. Là, ce matin, j'étais dans un de nos établissements sur tout un processus de transformation de l'offre passionnant. Vous voulez dire du public accueilli? Dans la transformation de l'offre, vous voulez dire? Oui, c'est-à-dire que concrètement, l'Agence nationale de santé nous met un peu au pied du mur d'une transformation de l'offre. Je vais le dire comme ça assez rapidement. Bon, ça fait 4 mois que les équipes travaillent dessus, et en fait, dans les 4 mois, pendant 3 mois, qu'est-ce qu'on a fait? On a rassemblé les enfants, on a rassemblé les parents en premier lieu. Et que les parents et les enfants peuvent tout à fait comprendre ce que sont les contraintes d'un CEPOM. Faut pas croire. Les contraintes de financement, ils le comprennent très bien, hein, et il faut qu'ils s'en saisissent parce que on a sorti du coup quelque chose d'assez incroyable.
avec des idées qu'on n'aurait pas eues nous-mêmes, quoi, très concrètement. Et que les premiers bénéficiaires quand même de transformation et de l'offre de service, ce sont les parents et les enfants accompagnés. Et ça, j'y tiens énormément, quoi. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous êtes sur un public d'enfants sourds et malentendants. Sourds, malentendants ou souffrant aussi de troubles spécifiques du langage et des apprentissages. Alors, je pense que le public évolue. Les gros troubles 10. Oui, voilà. Et du coup, j'imagine que le public évolue parce que davantage appareillé. Hein, alors, vous m'aviez expliqué assez tôt. Si vous me demandez d'en parler, je vais en parler pendant 3 quarts d'heure. Non, mais rapide, juste pour que plusieurs choses sur le terrain de la surdité. Effectivement, il y a une évolution, un bouleversement qui est apparu il y a quelques années déjà. Mais effectivement, les enfants, c'est une grande chance pour eux, sont appareillés, sont implantés beaucoup. Donc peuvent avoir une forme de récupération auditive un peu plus précoce, rapide, quoi. Par ailleurs, l'inclusion scolaire est plus promue, plus possible, même si il faut quand même beaucoup batailler encore, hein. Mais bon, ça a quand même un peu évolué. Nous, on a au niveau de l'éducation nationale. Oui, on est précurseur de l'inclusion scolaire. Ça fait 40 ans que cette association existe et ça a été une des premières associations à créer des unités d'enseignement externalisées. Donc c'est vraiment le dada et le plaidoyer profond de l'association, puisque les enfants en situation de handicap sont des enfants de la République et doivent absolument bénéficier de ce que la République et notamment l'éducation nationale doit fournir, et par ailleurs doivent être inclus dans la société, quoi. C'est profondément important. Et donc l'évolution de la surdité, notamment, a été formidable pour les enfants et a permis d'accélérer aussi la désinstitutionnalisation qui a vécu tout le champ du handicap. Et donc nous interroge profondément sur nos modalités de prise en charge, aussi bien techniques, mais aussi dans l'articulation avec les partenaires et notre capacité de décloisonner un minimum et de penser de parcours, notamment, très important. Voilà, pour en dire quelque chose de très rapide. Et en fait, en fait, ce sont les personnes accompagnées qui nous font bouger. De toute façon, alors il se trouve que quand même l'engagé intégration, je suis un DG quand même assez heureux sur beaucoup de choses, je veux dire beaucoup de bien de l'association, parce que on a des équipes quand même très investies, mais qui arrivent quand même dans une temporalité assez rapide à bien réidentifier les besoins, à s'y adapter. Ça, franchement, c'est assez remarquable parce que quand même dans le social et médico-social, le changement c'est un peu compliqué quand même, faut quand même le dire. Mais pourquoi ? Parce que ce sont les personnes accompagnées qui, en fait, faut écouter c'est ce qui met tout le monde d'accord. Ce sont les personnes accompagnées qui vont vous identifier les besoins et qui vont vous forcer à vous adapter à ça, quoi. Donc vous êtes encore un DG proche du terrain ? Alors moins qu'avant, donc ça a été un petit peu mon équation personnelle à un moment, mais dès que je peux, je vais dans les établissements et je vais voir les enfants, bien évidemment, parce qu'autrement tout ça est très asséchant. Mais je ne prends plus en charge en direct les personnes accompagnées. Peut-être que j'y retournerai d'ailleurs un jour. Et juste pour finir sur la transformation de l'offre, on part sur quel public du coup ? En termes d'évolution de public accueilli sur cet aspect transformation de l'offre, en fait, justement, l'engagé intégration a décidé d'être dans la continuité de son plaidoyer et d'approfondir encore plus son plaidoyer auprès des enfants sourds et malentendants. C'est très important. Puisque l'offre a été beaucoup investie autour de l'autisme, ce qui est très bien d'ailleurs, il faut continuer, mais bon, voilà, la déficience sensorielle a quand même été un peu oubliée quand même. Donc charge à nous aussi de réinterpeller, d'identifier les besoins non couverts et donc notamment les besoins non couverts en termes de CESAD, c'est important parce que les IDA, l'offre en Île-de-France. Peut-être pour nos auditeurs qui ne connaissent pas bien. Désolé. Je vous laisse redire ce qu'est un IDA. Les instituts de déficients auditifs sont des formes d'IME, on va dire. Je résume, je fais court, parce que ça pourrait choquer des personnes qui connaissent le domaine et qui se disent, c'est un peu caricatural, mais c'est pour résumer. Oui. Donc vraiment, ce sont des enfants qui, pour l'instant, auraient des difficultés à être totalement en ordinaire. Même si dans le cadre de nos IDA on fait des unités d'enseignement externalisées, c'est-à-dire qu'à la fois on met le paquet parce que le milieu ordinaire c'est un peu trop éloigné encore, mais on le fait dans des écoles. Nous, nos établissements, ce sont des étages dans des écoles.
C'est-à-dire que les gamins, ils vont à la cantine, ils jouent avec les Génial. copains dans la cour de récréation, et le gamin qui a des difficultés un peu en tout au niveau des apprentissages, mais peut-être qu'il a la bosse des maths, et il peut aller en ordinaire pendant les maths, quoi. C'est tout ce qu'on peut faire de mieux en termes d'inclusion. Donc voilà pour les IDA, et puis vous avez les CESAD. Par contre, ce sont les équipes mobiles qui, dans le milieu ordinaire, pour que ça tienne, pour que les gamins puissent évoluer dans les meilleures conditions, on met en place une équipe mobile avec toutes les technicités importantes et indispensables, telles de l'orthophonie, de la psychomotricité, de l'éducatif. Et donc, nous, notre plaidoyer, c'est quand même d'approfondir quand même l'offre de services en CESAD, parce qu'elle est pour le coup sous-dotée. Ça, c'est sur la surdité. Puis on a un énorme plaidoyer sur les TSLA, donc les gros troubles 10, qui sont quasiment pas couverts. C'est quand même un scandale de santé publique, j'ose le dire comme ça, que le pouvoir public reconnaît. Ils savent que c'est un gros problème, puisque on retrouve des gamins où on a oblitéré leur chance, avec des décrochages scolaires et avec du coup un dégoût de l'apprentissage. C'est dramatique, alors que une prise en charge précoce permet de garantir une bonne évolution, et c'est assez terrible. Oui, ça en fait des adultes, j'imagine, qui peuvent être dans l'illettrisme, qui peuvent ça peut aller jusqu'à là. Vous avez raison. Et puis surtout dans un décrochage, dans une souffrance individuelle qui est quand même extrême. Donc vraiment, on a de cesse d'interpeller les pouvoirs publics là-dessus, et que on a bon espoir d'être entendu. Véritablement. Vous êtes quand même bien la preuve de la personne engagée. Alors pour revenir à votre fonction, quand même, la fonction de directeur général dans un conseil d'administration, il faut quand même dire qu'aujourd'hui les associations, vous subissez clairement une tension croissante sur les équilibres financiers, avec des pratiques de gestion normée. C'est un peu nouveau, c'est une histoire de tableau de bord, de reporting. Vous subissez, mais tout le secteur le subit, les enjeux de recrutement, le climat social est quand même très compliqué dans le secteur. Et en plus, vous devez donc répondre à ces injonctions qu'on vient de dire de transformation de l'offre, du public accueilli, on vient d'en parler. Alors, qu'est-ce que cette pression, toutes ces pressions, peuvent influer sur l'engagement associatif des conseils d'administration? Alors, donc question hautement complexe aussi. C'est un échange, je me dis que mais j'essaye de pas partir n'importe comment. On a une crise dans l'associatif des conseils d'administration, très clairement, des gouvernances. Qui sont plutôt vieillissantes. Enfin, c'est vieillissantes, on trouve pas les gens. De gens aussi qui veulent s'y. Alors, quand on se pose la question de pourquoi il y a cette crise-là, moi, je sais pas, ça doit être un phénomène extrêmement complexe. Même si on voit que l'engagement bénévole, c'est bizarre, c'est paradoxal cette affaire, parce que l'engagement bénévole explose, mais se transforme en des engagements bénévoles court-termistes. C'est un peu ça. Je pense que c'est un peu à l'image de notre société. Donc à la fois c'est optimiste, les gens s'engagent, mais ils s'engagent pas longtemps. C'est un peu ça, les chiffres qu'on voit. Et d'ailleurs, vous avez des bénévoles? Les membres du conseil d'administration. Ah, d'accord, ok. Mais pas au sein des CESAD ou des IDA. Ok, il me semblait bien. Parfait. Non. Ça fait partie des pistes sur lesquelles on travaille. Alors. Oui, sur la notion de pression sur l'engagement associatif dans un tel contexte du conseil. Moi, j'ai déjà été administrateur d'association. Je vais plutôt parler de cette expérience du coup, et puis après, moi en tant que DG, du coup, comment je vis ça. Je pense que quand on devient bénévole dans une association pour gouverner l'association, c'est parce qu'on y voit du sens. On n'est pas rémunéré. Donc, quel est le sens qu'on y voit? J'ai vu de tout, moi, dans les administrations. Je vais pas parler de mon association maintenant. Bon, faites gaffe, parce que moi aussi, je suis membre d'un conseil d'administration. La Maison du cinéma et du spectacle, je salue par la même occasion. Parfait, c'est bien ça. Mais moi aussi, je suis administrateur d'autres associations. Mais on voit bien que la problématique, c'est le sens un peu polymorphe que peuvent y mettre les gens. C'est ça le problème. C'est un vrai problème. C'est une richesse, mais c'est un vrai problème, parce que vous allez rencontrer des gens qui mettent un sens individuel et personnel, qui va parfois pas converger avec un sens collectif. Et puis, il faut gérer. C'est quand même la seule gouvernance par rapport au privé qui est démocratique aussi. Faut quand même pas l'oublier. Alors c'est génial, c'est très bien, mais c'est compliqué aussi. Donc toutes les crises viennent de là en général. Bon, à mon sens,
ce qui fait que l'engagement dans la gouvernance associative est plus que compliqué. C'est la clarté des limites de cette affaire-là. C'est-à-dire que c'est essentiellement un pouvoir politique au sens noble du terme, hein. Mais c'est pas un pouvoir gestionnaire, même si c'est pas, comment dire, un pouvoir gestionnaire, bien sûr que ça l'est, puisque ça contrôle évidemment la gestion de l'association, mais en tout cas ce que j'ai vu de Déviance, ça a été une gouvernance qui va rentrer dans la dirigeance. Pourquoi elle rentre dans la dirigeance? Moi, j'ai vécu ça parce que méfiante de la dirigeance en face et même des salariés qui veulent du coup aller vers quelque chose d'autre, tout ça converge pas, en fait. Je sais pas si je suis clair. Non, je suis pas très clair. Non. Je vais reprendre. J'en reviens toujours au plaidoyer. C'est-à-dire que concrètement, le premier boulot d'une gouvernance, c'est le sens associatif et le plaidoyer. Voilà. Et que si vous n'avez pas ça, ça laisse la porte ouverte à un leadership qui engage que son propre sens. On voit des associations se faire avoir par soit un DG omniscient qui prend la gouvernance à sa main et qui prend le sens associatif et qui met son propre sens à lui, qui peut être bon, pas bon, on s'en fiche, mais en tout cas, c'est pas. Ou alors, un conseil d'administration avec une présidence omnisciente qui va engager justement une vision unique de la chose. L'ego. Oui, l'ego, mais complètement. C'est exactement ça. Et donc, il y a cette problématique-là qui fait que il y a quand même un dépeuplement des conseils d'administration aussi. Pour moi, j'en suis persuadé, lié à ça. Parce que du coup, l'esprit démocratique, il y a plus, fatalement. Parce qu'une gouvernance, c'est un conseil d'administration. C'est pas une personne. C'est même pas deux. Bon. Donc ça, il faut être très vigilant par rapport à ça. Et puis, il y a quand même les contingences gestionnaires qui arrivent et qui percutent directement le sens qu'ont les bénévoles d'engagement associatif et qu'on peut comprendre qu'un bénévole qui arrive parce qu'il veut soutenir l'inclusion des enfants handicapés et qui doit se taper la négociation du CEPOM, les ERD, les EPRD à valider, c'est pas forcément ce dont il est arrivé et je peux le comprendre. Voilà, les questions du CSE, voilà. Et que quand il y a un conseil d'administration qui a un DG qui arrive en bureau associatif qui leur disent bah voilà, on a une grève à tel endroit, on a ça, c'est voilà, un bénévole, le sens de son action, c'est pas ça. Le sens de son action, c'est agir pour l'inclusion des enfants handicapés. Donc ça revient à ce que vous disiez depuis le départ, c'est que ça n'entache pas l'engagement, cette pression, si l'engagement, le plaidoyer est assez clair, en tout cas pour chacun. Et qu'on revienne toujours à ça, en fait. Exactement. Et je pense que ce qui verrouille le système, et c'est ce qui marche, moi, dans mon association, c'est de bien délimiter les espaces de responsabilité, les espaces de liberté et les espaces de contrainte de chacun. Là, dans l'association, le bureau vient de revoter un nouveau DUD, qui est un document unique de délégation. Je suis désolé, j'ai eu cette technicité, et qui définit exactement qui fait quoi, qui est légitime dans quoi, qui participe à quoi. Ce qui met un cadre. Mais je pense que ça, c'est le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre. Et justement, est-ce qu'on n'est pas, quand on est confronté à la réalité que vous subissez aujourd'hui tous, les acteurs du champ, il n'y a pas un espèce de désenchantement d'un conseil d'administration qui est venu au départ pour se plaidoyer et cet engagement et finalement se rend compte qu'on s'en éloigne? Moi, je l'ai vécu en tant qu'administrateur dans une association qui agissait pour l'insertion dans l'emploi des personnes précaires en Seine-Saint-Denis. Je l'ai vécu, ça. Il faut y survivre, effectivement. Puisque le cadre de la commande publique fait que le plaidoyer est largement entamé et l'action associative est pas celle qu'on aimerait faire. Ouais. Bon. À part vous dire que j'y ai survécu parce qu'il y a un moment, il faut y survivre. Et du coup, une question me vient. Est-ce qu'il y a des parents au sein du conseil d'administration qui, quand même, il faut le rappeler, les parents ont fait beaucoup quand même dans le champ du handicap pour l'enfant. Hein. C'est quand même eux qui ont porté ce champ. Est-ce que c'est une association où on retrouve des parents? Alors, Langage et Intégration fait partie, une majorité, vous avez raison de le rappeler, ce sont des parents militants qui ont fait un boulot exceptionnel. Il se trouve que Langage et Intégration fait partie de ces associations un peu plus minoritaires qui sont issues de l'éducation nationale. Ce qui veut dire qu'on a fait l'inclusion scolaire aussi depuis le départ. D'accord. Malgré tout, le conseil d'administration prévoit 3 postes au conseil d'administration pour des parents. Voilà.
et ils y tiennent. C'est extrêmement important, mais bon, lié à l'histoire qui vient de l'éducation nationale, c'est limité à un certain nombre de postes. Mais bon, après, ça marche très bien comme ça, et c'est un bon équilibre, et c'est très important. C'est extrêmement important. Oui. Une autre question, qu'est-ce que vous attendez, vous, de la relation avec le conseil en tant que DG et de son président, de sa présidente, qui est une présidente? Qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette relation? Où souvent, parfois, les DG que je peux rencontrer, se sentent souvent un peu dissociés du conseil. Ce qui est important pour vous. Alors, moi, c'est pas parce que ma présidente écoutera le podcast que je vais le dire, mais je vis ma première bonne expérience, clairement, de relation avec un conseil d'administration. Déjà, il faut inverser, hein, c'est le conseil d'administration qui est mon patron, donc qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Et en inversant cette logique-là, je me suis senti très à l'aise dans ce qu'ils me demandent. Moi, en tout cas, là, en tant que DG, ce que j'ai, et ce qui, je pense, fonctionne bien pour l'association, puisque c'est pas l'intérêt du DG dans l'histoire, hein, c'est du coup un cap sur le projet associatif, une fois de plus, dans mes actions de gestion, dans mes décisions de gestion. C'est-à-dire, c'est un cap, c'est un cahier des charges dans lequel je peux m'amuser pour remplir les objectifs du cahier des charges. Voilà. Ce cahier des charges, donc, est sous-tendu par la stabilité de l'association pour que l'objet associatif perdure, forcément. Mais ça, c'est très important. C'est quand même le cœur de ce qu'on demande à un DG. Hein. C'est que ça fonctionne et qu'on mette pas la clé sous la porte, parce qu'autrement, l'objet associatif, on peut pas le continuer. Et puis, par ailleurs, en termes d'évolution, que ça reste dans le cadre du projet associatif. Et donc, j'ai un reporting à faire à mon conseil d'administration et à ma présidente en premier lieu. Sur quoi? Ça peut être sur quoi? Eh bien, tout ce qui peut être significatif, justement, d'enjeux par rapport au cahier des charges. Donc, je m'explique. Par exemple, dans le cadre de la transformation de l'offre, on a fait un pré-projet aux ARS 75. Je l'ai fait valider, évidemment, par ma présidente. Parce qu'il faut qu'elle valide le fait avec le bureau que ça soit dans le sens de l'évolution du projet associatif, par exemple. Donc, ils sont garants. Ils sont garants, exactement. Et c'est très bien énoncé dans le DUD. Et donc, je ne peux pas, moi, prendre des décisions qui iraient au-delà des prérogatives et du cahier des charges qui est le mien. Et très sincèrement, c'est très bien comme ça. C'est extrêmement sécurisant, déjà, pour moi, dans mon exercice, qui n'est pas un exercice tout le temps évident, quand même. Et en plus, ça veut dire que voilà, c'est au bon endroit, cette affaire-là. Et du coup, je me considère aussi comme le média entre les réalités du terrain un peu complexes, de gestion, etc. Et du coup, d'avoir la capacité de rendre compte, avoir mouliné les choses, et puis pas encombrer le conseil d'administration par des choses, somme toute, qui sont de l'ordre d'une gestion courante, d'ennuis quotidiens. Je suis payé pour ça, voilà, et que je rends compte si jamais j'arrive pas à le résoudre, ou si jamais, justement, ça peut impacter le cahier des charges qu'ils m'ont posé. Et comme ça libère quand même le conseil d'administration de considérations qui sont politiques et qui sont du coup qui se concentrent sur l'objet associatif. Ouais, si, c'est clair, vous êtes vraiment cette courroie dont on pourrait parler. En fait, un DG, c'est une courroie. C'est une courroie avec cette capacité de pédagogie d'expliquer les acronymes, les enjeux du secteur de façon assez simple pour que le conseil l'intègre. Vous voyez, par exemple, le dernier exemple que j'ai en tête, c'est le Ségur du numérique. On a eu la chance de le remporter. Qui va pouvoir mettre en place un DIU au sein de l'association, un document unique de l'usager informatisé. En fait, c'est un enjeu monstrueux, cette affaire-là, parce que ça va pouvoir approfondir le droit des familles à accéder à l'information. Ça va modifier le système de management, ça va modifier le système de travail, mais c'est très profond. J'ai un conseil d'administration, les systèmes d'information, ils ont pas ces formations-là, ils ont pas, ça les inspire pas. Mais ça, c'est assez nouveau aussi dans le secteur. C'est plutôt une culture de l'oralité et on vient enfin à une culture de l'écrit. Exactement. Okay. Donc ça aussi, c'est une transformation par rapport aux collaborateurs. Exactement. Et ben moi, mon boulot, ça a été de convaincre le conseil d'administration de ça, de le mettre comme de l'utilité. Exactement. Et je suis content d'avoir réussi à les convaincre parce que j'y croyais. Mais c'était à eux de prendre la décision, par contre.
Voilà, vous voyez, donc je pense que ça fait partie du rôle du DG, ça, cette affaire. Donc voilà, convaincre, plaidoyer, Et oui, même auprès de son conseil d'administration. Et parfois ils me disent non, et ils ont raison d'ailleurs parfois de me dire non. Bon. À quel moment vous avez besoin d'être confronté dans vos réflexions, dans vos décisions avec le conseil d'administration? On pourrait se dire, le DG est seul dans ses décisions. À quel moment vous avez besoin de les solliciter, vous en tout cas? Alors, parce que vous avez un champ de délégation assez important, j'imagine. Oui, tout à fait. Alors déjà, la confrontation, elle se fait avant. Elle se fait, la confrontation entre guillemets d'ailleurs, c'est pas de la confrontation heureusement, avec le CODIR, hein, quand même. Faut pas oublier que le DG, c'est pas un penseur où les idées viennent de nulle part. Moi, j'ai construit mes CODIR comme des espaces de négociation et comme des espaces de parole. C'est important. Bon, c'est pas de la codécision, parce que je trouve que ça, c'est un petit peu de la tarte à la crème, et c'est pas vrai, et je pense que c'est mentir aux gens de dire on va tous décider ensemble, c'est faux. Je pense qu'on arnaque les gens quand on dit ça, en plus. Oui, j'en connais beaucoup qui savent déjà quelle décision sera prise et donnent le sentiment à chacun qu'ils vont pas. Ça, c'est prendre les gens pour des idiots. Donc, vu que j'ai pas en plus j'ai pas du tout d'idiots autour de la table dans mon CODIR, non, je fonctionne pas comme ça. Non, par contre, je suis assez clair en leur disant bon bah, écoutez, voilà, c'est comme ça, et voici le sens du pourquoi. Et puis, par contre, il faut qu'on construise ensemble une proposition au conseil d'administration. Donc, c'est relativement important de faire ça parce que déjà, du coup, ça consolide quand même grandement le sérieux de ce qui est proposé déjà. Parce que il faut que le conseil d'administration prenne en considération les contraintes du terrain. Notamment, là, mon conseil d'administration va refaire encore le tour des établissements. Mais c'est hyper important, ils peuvent pas prendre de décision s'ils n'ont pas vu les choses. Ils peuvent pas prendre. On a fait un séminaire avec le conseil d'administration en juin dernier où il y avait les directions et les chefs de service notamment. Et évidemment, il y a des moments où ils voient les salariés, évidemment aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, en tant que DG, là, je suis facilitateur de ça. En fait, je dois amener un maximum de choses au conseil d'administration pour qu'ils prennent des décisions éclairées en termes de stratégie et de politique. Alors, je sais pas si je réponds un peu à la question, mais du coup, c'est pas que moi qui vais leur essayer de les convaincre et essayer d'obtenir quelque chose. C'est pas comme ça que ça se joue. Et vous réunissez tous les combien? Avec le CODIR? Oui. Une fois par mois minimum pour des réunions de construction, une fois toutes les 15 jours pour l'aspect vraiment opérationnel, décisionnel, procédure et compagnie et problèmes de tous les jours. Et j'ai un CODIR élargi aussi avec les cadres intermédiaires, ça j'y tiens énormément, de les intégrer aussi à la construction associative. Pour l'instant, une fois tous les 3 mois, c'est pas suffisant, mais bon, il y a des histoires d'organisation. Yann, est-ce que vous pensez que le niveau d'engagement est différent selon les générations? Est-ce que vous avez pu le constater à travers vos différents collaborateurs? Alors, non, j'ai pas pu le constater. Je me garde bien de dire que avant c'était mieux. Je sais pas, j'en suis pas. En plus, pas vraiment convaincu. Moi, j'ai des jeunes salariés qui arrivent la fleur au fusil et qui se prennent une belle claque d'ailleurs aussi. Hein, parce qu'il faut penser à ça. Hein. Il y a ça aussi. Hein. On arrive hyper engagé et la déception, elle est derrière parfois parce qu'on a idéalisé la chose et que j'ai plus tendance à être inquiet de ça parfois. Ok, donc ça veut dire qu'au moment de l'entretien, en tout cas, c'est de... Je pondère certaines choses, je prépare aussi à des frustrations, tout en essayant de pas éteindre le feu de l'engagement, ce serait quand même terrible. Mais bon, après, je pense moi j'étais comme ça un peu, donc c'est peut-être une histoire de maturité. Mais non, j'ai pas cette sensation-là. Évidemment, je vous cacherai pas que on a beaucoup de recrutements. On arrive des gens et les gens, ils arrivent comme s'ils allaient travailler à la poste, quoi. Donc bon, on les prend pas, hein, tout simplement. Hein, c'est tout. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais bon, moi, je serais incapable de vous dire si c'est plus ou moins. En tout cas, il existe des jeunes professionnels qui arrivent et qui sont engagés. Hein. Comment vous allez identifier l'engagement de la personne lors de la rencontre, de l'entretien? Alors c'est très sensitif hein, quand même. Hein. C'est difficile, mais c'est très sensitif. L'animation de la personne sur l'échange qu'on peut avoir sur sa vision de la personne accompagnée, par exemple. Mais c'est très humain cette affaire-là. Quoi. J'ai pas une grille. Hein. Ouais, l'énergie notamment. Ouais, je suis assez d'accord. J'ai pas de grille, quoi. Mais on se plante quand même rarement à évaluer ça. S'il y a un truc qu'on arrive à évaluer, en général, c'est ça, quoi. Parce que il y a les faux discours plaqués, ça se sent quand même rapidement.
Allez, une dernière question. À votre avis, ce serait quoi les leviers pour maintenir l'engagement, s'il y en a? Alors, déjà, il faut les trouver absolument. Hein. C'est essentiel. Hein. C'est essentiel parce que c'est ce qui fait vivre nos institutions. Hein. Donc, comme on l'a dit, donc ça sous-tend de tout. Donc, à Langage et Intégration, on se creuse le cerveau énormément sur ces affaires-là. Je pense que il faut réfléchir grandement à la qualité de vie au travail, vraiment, parce que autrement vous transformez l'engagement en sacrifice, et que ça c'est insupportable, parce que ça pourrit du coup l'affaire de l'engagement. Donc on a toujours l'affaire des salaires qui est quand même très très compliquée. Donc quand même c'est la première rétribution. Donc mais bon, nous à Langage et Intégration, on a pu et on a étendu le Ségur à tous. Ah, voilà. Même aux administratifs. Même aux administratifs. On a sacrifié beaucoup de choses pour faire ça. Équité, du coup, évidemment. C'est déjà la base. Mais c'est la base de la base. Voilà. Quand on parle de qualité de vie au travail, l'équité, oui, c'est un des piliers. Absolument. Qualité de vie au travail, on accorde du temps de travail qui a favorisé quand même ça, pas au détriment de la prise en charge des usagers, hein, bien sûr. On fait des moments un petit peu de rencontres, de convivialité aussi, hein, mais c'est important aussi parce qu'on parlait du plaisir. Où est-ce qu'on trouve le plaisir? Où les gens se rencontrent. On n'est pas tout le temps la tête dans le guidon, donc on fait toujours fin août, juste avant la rentrée, toute une journée un peu festive avec 300 salariés. C'est très sympa. C'est la deuxième fois qu'on le faisait. C'est des bons moments que les salariés réclament. On met de l'appartenance. On essaye de ne pas mettre que du descendant. C'est très important. Là, par exemple, on va changer le logo de l'association. Là, on fait toute une consultation auprès de tous les salariés. On essaye d'ouvrir un petit peu la parole des salariés sur un certain nombre de sujets pour qu'ils soient toujours acteurs, pour que, en fait, leur engagement, il y ait des espaces où ils peuvent le concrétiser aussi dans l'organisation. Vous voyez ? Je pense que ça, c'est une des pistes. Il faut être très vigilant par rapport à ça. Et toujours, même si parfois il faut prendre des décisions qui vont pas dans le sens de ce que demandent les salariés, ça c'est une évidence, mais ils le comprennent bien d'ailleurs, ils sont pas idiots là, ils savent très bien nos contraintes. En fait, faut expliquer tout le temps, faut dire, la clarté. Voilà, ça y est, j'y arrive en fait. En fait, la clarté. Je crois que la clarté c'est important, surtout quand on doit prendre des décisions difficiles. Il faut être clair, transparent, honnête. Transparent. Mais oui. Je veux dire, alors comme tout le un monde conseil d'administration lié avec son DG. Exactement. Alors tout le monde n'a pas besoin de savoir tout sur tout, bien évidemment, mais la transparence et la clarté. Ouais. Mais ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Ce serait idiot de penser que des parents, des familles ne sont pas capables de comprendre les enjeux, et c'est comme des salariés, ils sont tout à fait en capacité de comprendre. Et ce serait au contraire de les infantiliser, de ne penser qu'ils ne comprennent pas. Mais complètement. Mais c'est sûr que de communiquer, ça prend plus de temps que d'être sur l'agencé. Ouais. Merci Yann. Alors, merci Richard. On a déjà fait 3 quarts d'heure. Ouais, alors moi je me dis quand même, juste peut-être pour résumer, vous allez me dire si vous êtes OK, de ce que j'ai compris, c'est que dans ce contexte, si je comprends bien, un directeur général d'association d'organismes privés non lucratifs, donc du secteur qui est le vôtre, médico-social, social et sanitaire, doit travailler autant à la structuration, au fonctionnement démocratique de son association, qu'à l'organisation et à la gestion quotidienne de ces établissements. C'est un peu ça. Complètement. Mais de ce que vous me dites aussi, à cela s'ajoute le lien avec les autorités de tarification et de contrôle et la nécessité de porter l'engagement, le plaidoyer associatif en proposant des modèles innovants de la participation des usagers et des salariés. Est-ce que c'est un peu ça ce qu'on vient de se dire, cher Yann ? Oui, vous avez bien décrit l'équation ô combien complexe. Et la difficulté de trouver le point de convergence, mais on le trouve, hein. Mais c'est compliqué, ça donne mal à la tête parfois. Mais, bon, en tout cas, un grand merci. Vraiment, merci Richard, c'était mes premiers podcasts, c'était mes tout premiers, donc c'était sympa d'être là et j'avais envie de vous demander comment vous vous sentez là, à l'instant. Super. Très bien. Ouais, je suis content. Ok, merci d'avoir fait preuve de curiosité, de n'avoir rien préparé et de vous être laissé aller au saut de mes premiers podcasts. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir Yann. Un grand merci à vous Yann pour la participation à ce podcast, ce premier. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Si vous avez aimé cet épisode, faites-le moi savoir en appuyant sur le bouton j'aime. Et partagez-le avec votre réseau. Cela m'aidera à développer la notoriété de ce projet.
Et puis soyez certains que je suis fier de porter vos métiers. À très bientôt.